C'est go? Juste un petit clap et c'est parti. Et action. C'est parti. Salut Amaury, ça va bien? Ouais, ça va. Eh ben, écoute, bienvenue sur ce podcast. On vient de faire un petit épisode juste avant où tu m'interviewais. Aujourd'hui, c'est la journée podcast croisé. Ouais. Donc, on est des podcasteurs débutants, je crois. Enfin, quoique, toi, tu as beaucoup d'épisodes. Non, il me ouais. semble. D'ailleurs, c'est marrant que tu me dises salut, ça va quand on a. J'ai l'impression qu'on passe à la télé, tu sais, et qu'ils ont le truc dans la poche. Et en fait, ils ouvrent la porte et ils disent bonjour. Alors que la meuf, elle a été briefée. Non, nous, ça fait. Alors, je sais pas combien t'as fait d'épisodes, mais ouais, nous, ça. Alors, moi, j'ai commencé avec Erwan au départ. Erwan, qui est un copain qui habite à La Baule. Et donc, en fait, vu qu'il habitait à La Baule, c'était un peu plus contraignant. Et vu qu'il a monté une agence immobilière et qu'il trouvait. Parce que finalement, in fine, tu peux trouver un intérêt business à faire le podcast. Pour y venir, tu disais peut-être poser des questions sur ce sujet. Et lui, il l'a pas forcément trouvé, je pense. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas continué ensemble. Mais du coup, on a fait pas mal d'épisodes. Je crois que là, on doit être à une 60aine d'épisodes. Donc, ouais, quand même. Donc, ouais, ça commence à faire, ouais. Donc, tu commences à être un gros podcasteur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont 60 épisodes. Ouais, un gros podcasteur qui fonctionne pas autant qu'il voudrait. Mais si je dois être 100% Ah ouais honnête. Mais ouais, on a du Tu mal vois à... pas le. T'es sûr que t'as pas de ROI avec le podcast? Ah, J'ai moi- du mal à y croire. Alors, moi, j'ai un énorme Je ROI. sais qu'il y a un énorme ROI avec les podcasts. Alors moi j'ai un énorme ROI personnellement, mais ça se traduit pas sur les plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les écoutes qu'on a sur les plateformes, Ah, mais on c'est- s'en fout de ça. t'as raison. Mais alors on s'en fout dans le sens où, alors non on s'en fout pas pour deux raisons. La première, l'ego évidemment, parce que quand tu produis t'es quand même content quand ça marche. Ouais. Et la seconde, c'est pour les invités aussi que tu reçois. Il y en a quand même quelques-uns qui sont vigilants à ça, et je sais que ça m'a fermé certaines portes pour aller chercher des gens parce Ah, ok. qu'il n'y avait pas assez d'écoute. Donc ça joue, mais je travaille, et puis comme diraient beaucoup d'entrepreneurs, trust the process, et puis voilà. Mais on a arrêté pendant 4 mois entre le moment où Erwan m'a dit bah écoute, moi je préfère pas continuer, et moi je m'étais dit est-ce que je continue ou pas, et du coup pendant 4 mois au début d'année là, parce qu'on a commencé en novembre 2022. Ouais. Donc on a fait, au départ c'était un par mois, puis après ça s'est structuré au fur et à mesure, et on commençait à voir la courbe du scale sur le Spotify, Apple Podcast, pareil sur YouTube. Donc on publiait sur la chaîne d'Erwan, et du coup là Erwan me dit bah écoute, je préfère pas continuer pour l'instant, et du coup moi j'ai arrêté pendant 4 mois, et là j'ai repris. Mais c'est vrai que là ça commence à repartir tranquillement sur YouTube, parce que du coup je publie sur ma chaîne où il y avait rien de publié. Ouais. Donc tu pars de zéro, et Spotify ça commence à reprendre aussi tranquillement. Donc j'exagère, c'est pas l'Amérique, mais Mais t'as des contenus courts pour propulser les Oui. contenus longs? oui. Et par Ok. contre ça, les contenus courts là, ça commence vraiment à bien marcher, ouais. Sur quelle plateforme? On fait Instagram, TikTok et Facebook. Et là, D'accord. j'aimerais bien. J'ai recruté. Je suis Tu en fais train de recruter. Facebook? Ouais, En compte perso ou en page entreprise? ouais. Compte En perso. compte Ouais. perso? Ah, c'est Ouais. marrant. Et je me dis, de toute façon, c'est Faudrait que fait. j'aille voir. Donc j'ai quelqu'un en full time qui fait ça. Ok. Et là, on est en train de recruter. Je suis en train de recruter une autre personne. C'est en ce moment là. J'ai vu 3 personnes cette semaine. Et donc à voir qui on recrute. Mais du coup, pour aller pousser justement sur LinkedIn. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une personne qui fasse que ça. T'inquiète, on va s'appeler. Mais Bah, c'est cool. Écoute, bienvenue sur les leviers de la liberté. Ouais. L'objectif de ce podcast, c'est de parler un peu des leviers du scale. Tu vois, tu as 4 leviers, le code, le média, l'humain, donc management, et le capital. Moi, je sais que sur l'humain, j'aime pas trop le management. Je suis plutôt solopreneur. Je sais que le levier du code, la techno, gérer des devs ou coder, c'est moins mon délire. Du coup, moi, personnellement, je suis à fond sur le média et l'IMO, comme tu le sais. Je sais que toi aussi. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant. Toi, je pense que tu es aussi un peu sur l'humain. Exactement. Et la techno, je pense C'est- aussi alors, peut-être. techno, c'est pas moi, mais du coup, on a les équipes qui le font. Ouais. Par contre, l'humain, je pense qu'aujourd'hui, parmi les 4 leviers que tu évoques, là où je suis, ça fait peut-être présomptueux, mais je pense que là où je suis le meilleur et de très loin, et je m'en suis rendu compte parce qu'à force qu'on me le dise aussi, c'est l'humain. Ah, ok. En management ou association ou... Rencontre, Ok. association, business. C'est pour ça que pour moi, un podcast, c'est un ROI extraordinaire. Parce que ça me permet de faire des contacts. Tu vois, par exemple, hier, il y a un des gars, Ben, qui faisait la présentation, Ouais. est venu me voir. Et du coup, il vient me voir. Et j'avais eu aussi Alexandre Masson en podcast. Et de se rencontre, du coup, je fais une petite intro rapide. Et puis
Ben, il me dit, mais putain, mais Amaury, pourquoi tu fais pas un truc où se rencontrent les entrepreneurs? Alors, je lui ai dit, bah écoute, moi, je travaille avec Gérald et je m'entends excellemment bien avec lui. Et il m'a aidé sur énormément de choses. Donc, lui a son mastermind aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à terme, ce réseau-là pourra être monétisé, j'en suis persuadé, parce que tu rencontres énormément de personnes et que les gens, les faire se connecter par la bonne personne, c'est game changer. Et moi, ça m'a permis de rencontrer truc de malade. Non, mais extraordinaire le podcast. Je pense que c'était le meilleur investissement, un des meilleurs investissements que j'ai fait. Ouais, parce que souvent, c'est vrai que ce que les gens voient pas, c'est que ça nous permet d'accéder à des personnes qui vont pas accepter un déj ou un machin parce qu'on leur propose ça toute la journée. Ouais. La visio, c'est un côté un peu boring. Et comme tout le monde cherche à développer sa marque média, à aller cuter des contenus à partir de contenus longs, etc., c'est vrai que quand tu invites quelqu'un à un podcast, c'est une invitation qui est un peu plus dure à refuser. En fait, après, tu peux rester, tu peux manger, tu peux boire un coup après, tu peux manger, ça dépend. Il y a plusieurs choses dans le podcast qui font que si tu as une facilité si tu arrives à connecter globalement avec les gens, c'est un actif extraordinaire. La première chose, c'est que ça peut être un tunnel d'acquisition. Moi, aujourd'hui, c'est le cas. Et je le dis ouvertement, ça ne me pose aucun problème. Tu vois, on a un centre de formation. J'invite les gens, et tu vois, cet après-midi, on peut le dire, tu as un call avec Florian, équipes, parce que, on a connecté, pas que pour ça, mais du coup, on s'est dit que ça pouvait être cool de le faire, et ça permet de renforcer les liens. Les gens, quand ils sortent du podcast, c'est le meilleur moment pour leur proposer de faire du business. Ils ont parlé d'eux pendant 1 ou 2 heures, ils t'adorent. Et genre, tu demandes à un entrepreneur de parler de lui pendant 2 heures, il ressort, il t'adore, hein, t'es son meilleur copain. Donc là, après, c'est vraiment en termes d'acquisition business sur ce sujet-là, je pense qu'il y a plein de gens qui ne le voient pas. C'est une facilité pour rencontrer des gens. Nous, on a quand même eu au bout de 30 épisodes, par l'intermédiaire d'un copain qui nous avait fait une intro et qui s'appelle Jérémy Coleman, que je me profite pour remercier, qu'on avait eu sur le podcast aussi. Il nous a fait une intro avec Oussama Hamar. Et donc, on a eu des criers, après il plaît ou il plaît pas. Mais en tout état de cause, on a réussi à l'avoir grâce à ça. On a eu Olivier Seban. Enfin, du coup, tu rencontres des gens. Tu vois, cette semaine, j'ai sorti Hassan le Pro Limo. Je sais pas si tu vois que c'est. À un moment donné, il avait quand même une belle notoriété. Enfin, après, c'est des gens qui ont des personnalités, qui sont décriés ou pas, peu importe. Mais ça te permet vraiment d'accéder. C'est des bons clients pour des podcasts. Très facilement. C'est des bons clients pour des podcasts. Ça te permet très facilement de connecter avec eux. Et après, ça te permet, si tu as les business qui suivent derrière, de proposer quelque chose très facilement. Et tu vois, là, par exemple, alors je dis un peu en avance, mais on est en train d'essayer de développer en fait, dans le cadre de la formation, on a donc ce qu'on propose aujourd'hui, un service qu'on propose, et puis un autre service qu'on va chercher à développer pour accompagner les agents immobiliers. 42 heures obligatoires de formation tous les 3 ans par rapport à la loi Allure, qui peuvent être financés par des fonds publics comme la GFIS. Et donc, moi, je me dis, aujourd'hui, mon intérêt, c'est d'aller chercher des gens qui font de la création, etc., pour faire du partenariat sur ce qu'on fait actuellement sur le CPF. Mais dans le cadre de ce développement-là, tu vois, demain, assez facilement, en fait, je vais inviter des mecs qui ont des réseaux d'agences qui ont 50, 100, 150 personnes. Tu parles avec eux, tu leur demandes de raconter leur expérience entrepreneuriale. En plus, notre podcast, on l'a monté pour que ça soit, ça prenne pas de temps à préparer. Parce que en fait, tu pars du premier souvenir d'entrepreneur de la personne. Donc, de base, elle va remonter 10-15 ans en arrière. Et après, tu as juste à remonter son histoire. Et donc, la personne va raconter son histoire. Donc, elle est hyper à l'aise. Elle va kiffer. Et en plus, tu vas remonter dans ses souvenirs à elle. Donc, du coup, ça va lui... Tu vois, il y a plein de gens qui sortent et qui me disent « Putain, j'ai eu l'impression d'être chez le psy. » Tu vois. Genre, mais vraiment. Et du coup, ça a une facilité à proposer. Et à la fin, inviter à Dej, etc. Et pour pouvoir faire du business ensuite. Et je suis persuadé qu'il y a des patrons d'agence qu'on va pouvoir avoir comme ça et avec qui ça nous permettra de déclencher du business. Et après, si tu as l'équipe qui suit derrière, tu mets le pied dans la porte. Si le mec il a 50 personnes à former dans son équipe parce qu'il a un petit réseau d'agences immobilières, ça va assez vite. Hein. Ouais, c'est clair, ça peut aussi... Moi, je sais que j'ai des personnes qui font beaucoup de business quand ils passent dans mon podcast. Et du coup, quand tu sais que la personne, elle a fait, je sais pas, 10, 20, 30 cas de chiffres, derrière, c'est vrai que si tu lui vends un truc, elle a déjà gagné de l'argent grâce à toi. Bien sûr. Donc, entre guillemets, t'en redonner un peu, bien sûr. C'est pas compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a des échanges, ça provoque le business, c'est clair. Je peux le dire assez facilement. Là, je suis passé sur le podcast de Thomas Creton, Investir Simple. Donc, on a fait la même chose que nous, ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, Thomas, il a quand même un podcast qui fonctionne bien. Il fait 40 000 écoutes par mois. Nous, pour l'instant, on a fait 4 000 écoutes sur l'épisode. Donc, c'était son épisode qui a le mieux fonctionné en septembre. Il sort 2 épisodes par semaine.
Et du coup, on en parlait. Et en fait, le podcast, moi, m'a amené en gros 20-25 personnes ultra qualifiées. Parce qu'on a parlé pour le coup que du clé en main qu'on fait sur l'immobilier, etc. Lui, c'est sa cible aussi. Et donc sorti du podcast, j'ai eu là ces 25 leads. Sur les 25, aujourd'hui, on en a 2 en cours, un troisième très bien avancé. Je pense qu'in fine, on va arriver entre 3 et 5 personnes. Et nous, on a un ticket par investisseur. En gros, ça rapporte à la structure entre 20 et 25 000, selon le montant du projet, mais en moyenne, c'est ça. Donc en fait, le ROI, il est largement trouvé, tu vois. Ouais, parce que derrière, tu te fais inviter, etc. C'est ça qui est cool aussi quand tu connais le format. Ouais. Les autres podcasteurs, Ouais. on s'invite parce qu'on sait que l'autre connaît aussi le format, que c'est plus facile, qu'il a l'habitude, que ça va faire une discussion intéressante. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Hein. Ouais. Tout le monde s'y retrouve. Et là, pour le coup, moi, le ROI, il a été vachement cool, quoi. Parce que du coup, tu fais du clé en main, c'est ça? Pour ceux qui ne te connaissent pas, explique-nous un peu, un peu tes différentes activités. Je sais que tu as du coup la partie formation, tu as la partie clé en main, peut-être que tu as d'autres choses. Ouais, c'est flatteur, pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne me connaissent pas, sinon la totalité. Donc oui, je vais me présenter rapidement. Donc moi, j'ai commencé par l'investissement immobilier. Il y a 6 ans maintenant, 7 ans. Donc de base, je suis investisseur immobilier. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde qui m'ont permis... je fais une digression, hein, mais vu que tu es créatif, je me permets de le faire. On a... dans ma manière de faire du business, je pense avoir un peu conceptualisé ce sujet-là. J'ai l'impression que, en fait, j'y vais étape par étape. C'est-à-dire que j'avance, je rencontre quelqu'un. Donc la première personne qui m'a aidé à me lancer, c'était mon père. Parce que mon père a toujours voulu investir dans l'immobilier. Il ne l'a pas fait. Il a acheté des résidences principales qu'il a revendues, il faisait des plus-values. Il gagnait plus d'argent que son salaire annuel. Donc si tu veux, et moi il me disait, Amaury, il faut investir dans l'immobilier depuis que je suis tout petit. Donc, de fait, quand j'ai pu, à 18 ans, on a acheté une première maison ensemble. Et qu'on a loué, qu'on a revendu, enfin bref. Et donc mon père m'a aidé. Ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes. Donc je suis arrivé à une première étape où ça m'a permis aussi d'avoir, tu vois, cette fameuse crédibilité. Tu sais, quand tu arrives, tu sais, celle dont on parlait tout à l'heure avec ton cousin, bah moi, c'est là où mon père m'a aidé aussi et surtout, peut-être de manière, sur plein de choses évidemment, mais sur ce sujet-là, là, je viens de le comprendre, c'est que, en fait, mon père, du coup, en réalisant ses premiers projets avec moi, il m'a donné une crédibilité pour pouvoir aller voir d'autres personnes et expliquer que j'avais déjà fait de l'investissement. Parce que mon père voulait pas forcément me suivre sur beaucoup de projets. On a acheté 2 immeubles ensemble et une maison, mais après, il voulait pas forcément aller plus loin. Donc moi, j'allais dans des soirées et je pitchais mon truc. Et donc j'ai rencontré une notaire, Marion, elle s'appelle, avec qui on a fait un projet de construction. On a monté 2 SCI ensemble où on a acheté des maisons qu'on voulait mettre en location, enfin qu'on a mis en location d'ailleurs. Donc on a fait ça. Après, elle a intégré son papa, elle m'a fait rencontrer beaucoup de personnes. Et ça m'a permis du coup d'avancer dans le business, de rencontrer d'autres personnes. Puis à un autre moment, tu vois, il y a des personnes comme ça qui sont marquantes dans ma vie. J'ai rencontré Benjamin, avec qui... j'ai rencontré Aurélie. Aurélie, avec qui j'ai monté une boîte qui s'appelait Rentimo, qui s'appelle toujours Rentimo, qui fonctionne toujours aujourd'hui. Et donc après, avec Aurélie, on a lancé l'activité. Finalement, elle avait une autre activité à côté. Elle se voyait pas, je pense, être en full-time là-dessus. Donc du coup, j'ai rencontré Benjamin, qui m'a permis d'aller développer cette activité avec Vincent aussi par la même occasion. Et puis là, j'ai rencontré Gérald, qui lui, pour le coup, c'est là où ça m'a vraiment... Enfin, là, le scale est de plus en plus important, tu vois. Et là, je rencontre d'autres personnes en ce moment. J'espère que ça durera beaucoup de temps, mais c'est vrai que assez souvent, ça passe comme ça, d'étape en étape. Et tu rencontres beaucoup dans le réseau, du coup, quand même. Énormément. Et moi, ça a tout changé, hein, de rencontrer des gens. Et c'est quoi ta routine un peu pour développer ton réseau? Alors moi j'ai un OKR, c'est 3... Alors par contre j'ai pas répondu à ta question. Peut-être juste avant je termine parce que je sais que moi quand j'écoute des podcasts j'ai la frustration des fois de pas avoir la réponse. Et du coup juste pour terminer, donc moi ça m'a permis vraiment d'avancer. Donc j'ai commencé par l'investissement immobilier. Naturellement je m'associe avec des gens du coup par rapport à ce que je viens de dire pour pouvoir investir parce que j'étais étudiant et que j'avais pas d'argent pour pouvoir financer ces opérations. Et donc après c'est quoi ton modèle là comme ça quand tu investis avec des gens? C'est des questions que je me pose. Ouais, alors quand j'investissais moi à l'époque, alors j'ai eu plusieurs... tu vois, il y en a que j'ai oublié malheureusement. J'imagine qu'ils n'écoutent pas le podcast, donc ça va. Mais je pense notamment à Samuel aussi qui m'a aidé. En fait, les deals que j'avais... Fais gaffe, il y en a beaucoup qui écoutent. Je pense notamment à Samuel qui m'avait aidé. Mais en gros, le modèle sur lequel j'étais le mieux, c'était entre 33 et 50% des parts pour moi. Je m'occupais de tout. Ok. Alors ça s'est fait dans le temps. Au départ c'était pas exactement ça, mais en gros à la fin c'était ça. Et moi c'est le modèle je pense qui est le plus intéressant pour tout le monde. Et l'investisseur finance le reste. Il finance tout. Donc l'investisseur va aller chercher le crédit. L'autre il met 2 tiers. Ah non, moi je mets 0. Tu mets 0.
Et puis à Et t'as l'époque, 30%. Ok. voilà. Je te dis ça parce que je suis en train de réfléchir à ça. Moi, j'ai un accompagnement pour la construction-revente Ouais. de maisons accolées dans les Yvelines. Ouais. Et en fait, les gens ne veulent pas vraiment acheter l'accompagnement. Ils voudraient que je fasse tout. Ouais. Et donc, je suis en train de développer Je pense qu'il faut cette faire, offre. je pense qu'il faut justement. faire les deux. J'ai rencontré Ouais. j'ai un copain que j'ai recroisé il y a pas longtemps qui s'appelle Emric Hamelin. Et justement, ça me permet d'expliquer. Alors, juste brièvement, du coup, je me suis dit, je vais pas m'associer avec la terre entière. Enfin, mon père m'a dit ça. Il avait raison, je pense, à ce moment-là. Donc, on a monté une boîte qui s'appelait Rentimo. Aujourd'hui, j'ai revendu mes parts. Et donc, la structure que j'ai aujourd'hui s'appelle Kairos. Et on fait du clé en main sur de l'habitation loué à des personnes morales, entreprises ou associations. Ça permet de bénéficier du meilleur des deux mondes. Louer À des personnes morales. Donc, c'est des entreprises, des associations. Ok. Pourquoi on fait ça ? Parce que je me suis dit, l'immobilier d'habitation, c'est très bien. Ça a des limites. L'immobilier d'entreprise, c'est très bien. Ça a des limites. Et je me suis dit, on va pas faire l'un ou l'autre, on va faire les deux en même temps. Et donc, on achète des appartements, des maisons, etc., qu'on loue à des entreprises ou des associations sur Paris, Nantes et Saint-Nazaire. Mais comment tu trouves ces entreprises-là Eh ben, on passe du temps, on cherche, Ok. on rencontre. C'est un travail de terrain, ça, Ouais. quand même. Ouais. Alors Ok. nous, on est 8 aujourd'hui chez Kairos. Et donc, on a les chasseurs qui aujourd'hui ont un peu cette double casquette. À la fois, ils développent le réseau entreprise-association et en même temps, ils vont chasser les biens. Et nous, on Ok. s'occupe d'apporter les investisseurs. D'accord. Et à terme, j'aimerais bien avoir quelqu'un en full-time qui fait que ça et qui va chercher 100% du temps des entreprises ou des associations. Et là, excuse-moi, je reviens sur le côté association, là, Oui. c'est un sujet que je creuse en ce moment. Oui. Donc là, tu prenais 30 à 40%, Oui, la 30 à personne, 50. 30 à 50, la personne elle met tout le cash, Oui. et toi tu dis je gère tout, Oui. et à la fin elle récupère, je suppose, son apport en compte courant, et tu partageais la marge, ou tu partageais tout? Ah bah, on faisait du locatif. Alors, pour la construction, on faisait le partage au prorata Ouais, départ. Donc on avait fait 83 000 euros de marge. On avait on avait fait construire, bah, tu connais bien le sujet, on a fait construire une maison, on l'a revendue, on a fait 83 000 euros de marge brute, on a partagé la marge nette ensemble par rapport au prorata du pourcentage qui était le nôtre sur cette ouais, opération. mais du coup, si la personne elle a tout mis en apport, elle récupère juste son apport quand tu fais ça. Alors, elle récupère son apport, plus le résultat. Et après, de le la plus-value. partage. Voilà, exactement. D'accord, donc Oui, tu retires l'apport en compte courant, Évidemment. et après tu Tu partages le partages reste au uniquement la prorata de tes parts. plus-value Ok. sur tes parts, sur la construction. Et sur du locatif, bah là, c'était simplement, on laissait sur un compte commun et on avait l'équivalent après en loyer. Au Ouais. moment, si on veut Ok. revendre, si on veut prendre quelque chose, on prend au prorata de nos parts. Ok. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'un ou l'autre encore Non, une il faut fois. faire les deux. Ouais. Je Mais pense c'est vrai qu'il que faut moi, à la j'ai beaucoup fois- de demandes sur. J'ai les deux, mais Il faut j'avais pas facturer. développé cette offre. Je pense qu'il faut facturer à l'entrée. Il faut facturer son service. Moi, à terme, c'est une des réflexions que j'ai sur Kairos, qu'on fait aujourd'hui. C'est d'aller chercher 30% avec chaque investisseur. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Mais prendre des fees à l'entrée. Emric, c'est ce qu'il fait notamment sur ses projets commerciaux. Tu prends des fees à l'entrée pour la transaction. Tu réalises la transaction. Tu prends un pourcentage, 30%. Tu gères le bien immobilier. Et ensuite, quand tu le revends... Bah ouais, un peu de fees, parce que sinon, en attendant, pour vivre, c'est compliqué. Exactement, exactement. T'as un problème de trésor, ouais. Exactement. Ok. Et là, tu prendrais combien de fees à l'entrée? C'est quoi, tu réfléchis Alors à- moi aujourd'hui nous le modèle est fait, hein, on fait plusieurs projets par mois, donc on est à peu près entre 3 et 5 projets par mois. Donc le modèle est rodé là-dessus, on prend 5% TTC du prix net vendeur sur l'achat pour la chasse. On segmente en 3 parties. Ouais. On a 3 phases de facturation. 1, 5% TTC sur la chasse. 2, 9 900 euros si le bien est à plus de 200 000 euros pour le clé en main. 5 900 si le bien est à moins de 200 000 pour le clé en main. Et 3, donc clé en main, ça veut dire quoi? Ça veut dire ameublement, travaux, Oui, tu fais tout. mise en place du locataire. 3, gestion locative, 6% hors taxe, 7,2% TTC sur la gestion locative. C'est nos 3 formes de facturation. Et c'est pour ça qu'on est, tu vois, sur un projet à 300 000 balles, en gros, on facture entre 20 et 25 000. Entre le prix net vendeur avec le pourcentage, plus le clé en main. Ok. Voilà. Business un peu traditionnel du clé en main. Ah hein, oui, oui. Mais là, on est un peu sur. On est complètement traditionnel faire sur le clé en marché. main. La seule différence qu'on a, et qui est non des moindres, je pense, c'est vraiment d'aller chercher cette habitation qu'on loue à ces personnes morales. Rapidement, j'explique pourquoi. En fait, quand on loue... C'est marrant, j'ai l'impression de l'avoir la voix hyper grave, non? C'est parce que je me suis couché tard hier. Sur la partie stratégie, en fait, l'habitation, pour nous, c'est extrêmement résilient. On pense que même dans 10, 15, 20 ans, c'est assez peu probable qu'on vive dans des capsules. Il y a un monde où ça existe, mais c'est assez peu probable. Donc, on pense que l'habitation va durer dans le temps.
Mais il y a des limites, notamment sur la protection du locataire, parce que l'État français considère que le locataire est la partie faible sur un loi de bail 89 sur de l'habitation. Donc, on se retrouve à avoir des limites sur cette stratégie-là. La responsabilité de l'aménagement intérieur, elle est pour le locataire. Ça veut dire que demain, tu as ton ballon d'eau chaude qui pète, c'est à toi de le payer. Tu as ton mitigeur qui fonctionne plus, tes toilettes, etc. Toutes les petites galères qu'on peut connaître en tant qu'investisseur, qui sont pas non plus si problématiques que ça, mais qui existent. De l'autre côté, on a l'immobilier d'entreprise, où on a une responsabilité de l'aménagement intérieur pour le locataire, des refacturations possibles, notamment sur la taxe foncière, une pérennité sur le bail que tu peux avoir. Voilà, il y a plein d'avantages, pas rentrer dans le détail, mais notamment, tu peux faire alors, sur les deux, tu peux faire un bail notarié, mais ça, les gens l'ignorent assez souvent. Tu peux faire un bail notarié sur l'habitation, sur du commerce aussi, évidemment, sur l'immobilier d'entreprise. Mais souvent, on ne le fait pas sur l'habitation parce que le préavis est court, 1 à 3 mois selon la zone et ce que tu fais comme. En commerce, tu vas être souvent sur un bail 3-6-9, donc un engagement de 3 ans avec un préavis de 6 mois. Et donc, le bail notarié fait sens. Alors, à quoi ça sert ? On passe devant le notaire. Et en fait, tu vois ce que c'est ou pas un bail notarié ? Non, vas-y, c'est assez intéressant. Vas-y, et c'est trop peu connu. Et les notaires n'ont pas le droit de faire leur pub. En France, un notaire n'a pas le droit de faire sa pub. Et donc, du coup, j'en profite pour le faire au passage pour eux parce que c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant. En fait, un bail notarié aujourd'hui, alors ça vaut au plus bas. Nous, la négo qu'on a fait avec ma pote qui est notaire, donc celle qui a investi avec nous au départ, Marion, c'est 985 € sur le bail. Mais souvent, c'est un peu plus et c'est indexé sur le loyer. Donc, il faut voir quel deal vous pouvez avoir avec votre notaire si vous faites cette stratégie-là. Et donc, le bail notarié, il a une force exécutoire. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que demain, s'il y a un manquement au bail, par exemple, tu as une maison, tu as un jardin, le locataire, il ne tombe pas la pelouse. Tu as 1,50 m, 1 mètre de pelouse. 1,50 m, ça commence à faire. De pelouse. 80 cm, 1 mètre de pelouse. Du coup, il a un manquement au bail, ou il a un impayé, ou autre. Eh bien, vu que tu as la force exécutoire du notaire, tu n'as pas besoin de passer devant le juge pour expulser le locataire. C'est-à-dire que tu peux directement faire appel à l'huissier. C'est d'ailleurs pour ça, c'est que souvent que les gens disent en commerce, oui, c'est pas très grave, s'il y a un impayé, machin, je le mets dehors facilement. Souvent, on se dit, bon, mais pourquoi c'est plus facile, on comprend pas trop. Mais en fait, c'est parce que le bail le permet. Parce que la force exécutoire évite ces 6 mois, si moi je suis positif, 1 an à 2 ans, voire 3 ans de procédure que tu peux avoir pour expulser le locataire. Et ça, c'est extrêmement commun dans l'immobilier d'entreprise, puisque tu as une durée du bail. Puisque si ça coûte 1500 balles, partons du postulat que ça coûte 1500 balles de faire. Nous, c'est 1000 balles, mais on va dire 1500 balles. Tu as 1500 balles ton bail. Si tu fais sur l'habitation, et que le locataire il part le surlendemain, qui donne son préavis et qui part un mois après, c'est pas rentable. Par contre, vu que là t'as du long terme sur l'engagement du locataire, ça vaut largement le coup. Donc t'as plein d'avantages comme ça qui sont non négligeables, qu'on met pas toujours en place parce qu'aujourd'hui on n'a pas toujours les partenaires qui restent sur un temps long, mais quand on peut le faire, on le fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant et ça crée une vraie plus-value. Et pourquoi on ne fait pas uniquement de l'immobilier d'entreprise, pour préciser ? Parce que nous, on a un postulat, c'est de se dire qu'il y a une évolution de plus en plus forte de la digitalisation de la société et des mouvements qui vont se passer. On se trompe peut-être là-dessus, mais en tout cas, c'est notre vision. Et je le disais avant 2020, avant le Covid, mais notamment sur les bureaux, il y a une évolution de la consommation du bureau et on pense que sur beaucoup d'actifs, même le commerce, alors dans des villes comme Paris ou des artères principales, sur des villes secondaires, peut-être pas, mais il y a beaucoup de commerces qui vont évoluer, notamment parce qu'il y a l'arrivée d'autres moyens de consommation, le e-commerce, etc., qui font que ça ne va pas disparaître. Je pense que ça restera dans le temps, mais peut-être qu'il y aura moins une pression sur la demande. C'est-à-dire que demain, tu auras je pense que ça va se faire dans le temps long, parce que c'est toujours du temps long sur ces changements économiques, mais sauf quand tu as des cas de force majeure, typiquement Covid, où là, d'un coup, tu as un actif, typiquement le bureau, qui subit drastiquement des changements de marché. Mais sinon, sur le commerce, demain, là où tu avais une personne qui n'avait pas le choix de vendre en physique parce que sans sa boutique, elle faisait pas de business, la personne pourra faire du e-commerce et dire « Ok, j'aime bien le e-commerce, je vais aussi faire une boutique en ville parce que j'ai intérêt, mais je suis pas obligé de le faire, donc je vais pas prendre un loyer qui va être hors de prix, je vais prendre un loyer qui me semble raisonnable. » Et donc, de fait, il y aura une correction, à mon avis, en tout cas une évolution de marché qui n'est pas impossible sur ces actifs-là. Donc, c'est vraiment la philosophie qu'on a développée et c'est pour ça qu'on... Tu as une vraie vision, du coup, sur le clé en main, tu défends des visions auprès de tes clients qui vont au-delà de juste je fais une chasse, du coup c'est ça l'idée. Ouais, exactement. Ouais. On se focalise aujourd'hui sur cette stratégie-là, même si je pense qu'avoir une diversification n'est pas idiote, bien au contraire. Mais c'est vrai que quand tu développes une activité, c'est bien d'avoir un focus à un moment donné sur une idée. Et chaque chasseur a un peu son truc. Et donc nous, on focalise là-dessus pour l'instant. Je dis pas que toutes les autres stratégies sont... Moi, je pense que toutes les stratégies sont bonnes à prendre. Simplement, il faut essayer de comprendre la meilleure pour soi. Et je crois que celle qu'on fait aujourd'hui est très bonne. Et en tout cas, elle plaît beaucoup. Et donc, ça nous permet de continuer à développer. Elle est originale. J'en ai jamais entendu trop parler de Normalement, chasse sur cette thématique. Donc, elle est originale.
Moi, je suis plus sur la réno énergétique. Ok. Sur de hors copro, parce que j'aime pas trop écopro. Ouais, donc moi, je suis monopropriétaire. plus sur réno énergétique, sur des flips de maison Ok. ou immeubles de rapport. Construction. Monopropriété sur la maison individuelle, c'est très bien. Dans le cadre de la loi ZAN, que tu connais, j'imagine, c'est une très bonne stratégie. Donc la loi ZAN, zéro artificialisation nette d'ici à 2050, bon, comme la rénovation énergétique qui va certainement qui va être évolutive. Mais celle-là, tu vois, je l'ai eu notamment pour donner un exemple très concret. Ça veut dire quoi, zéro artificialisation nette? Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors moi, c'est des régions que je connais bien parce que je suis breton. Donc Île-de-France, évidemment, première région de France la plus artificialisée. Deuxième, Hauts-de-France. Troisième, Bretagne. Quatrième, Pays de la Loire. Donc c'est chez nous. Pays de la Loire, Bretagne, c'est des régions qui sont juste à côté. Pays de la Loire, c'est Nantes, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas où ça se trouve. Dans cette stratégie-là, zéro artificialisation nette à 2050, c'est-à-dire que l'État a donné une direction dans la loi climat et résilience de 2021 qui a vocation à... Donc la loi climat et résilience, c'est en gros, on schématise, mais on pollue trop, on trouve des solutions. Comme là, on ne gagne pas assez d'argent, et ben on fait la loi de finances et donc du coup, on va aller taxer tout le monde. Mais la loi climat et résilience, c'est un peu ça la philosophie sous-jacente. Et donc on a intégré une notion immobilière sur la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette. Et donc, il y a eu des changements drastiques qui ont déjà été opérés. Et ça, on ne les connaît pas ou peu, c'est très peu connu. Je vais te donner un exemple très concret. Moi, je te disais tout à l'heure, je crois, sur le podcast qu'on avait enregistré ensemble juste avant, que j'ai acheté un lotissement. Donc, j'ai acheté 2 hectares, 20 000 m², bon, un peu moins, 19 202 m². Mais bon, à quelque chose près, on n'est pas bien loin. Et donc, moi, quand je l'ai acheté, quand je me suis positionné dessus, c'était avant le nouveau PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal sur la ville où je l'ai acheté, donc Pontivy, centre-Bretagne, petite ville de 17 000 habitants. Et donc, j'ai acheté ce terrain-là. Et au moment où j'ai acheté, alors vous me pardonnerez, j'ai plus les chiffres exacts. Monsieur Mouaou, qui est responsable à l'urbanisme, m'en voudrait s'il écoutait, mais on était autour des 100-110 hectares de terrain constructible pour une ville de cette taille-là. Post-révision du plan local d'urbanisme intercommunal, donc pour rappel, moi j'ai 2 hectares sur 17 000 habitants. Donc on était en 2021, donc suite à l'évolution de cette loi, 12 hectares constructibles. Donc vraiment une diminution drastique. On divise quasiment, j'exagère, pas par 10, mais par 8. Et ça veut dire que moi, du coup, j'ai 1/12 des terres constructibles de la ville. Tu vois ce que je veux dire ? C'est énorme. Et donc, le marché ne l'a pas encore pris en compte. Ouais, je pense aussi. Mais véritablement, construire, y a un adage qui dit acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Ça fait vraiment sens parce que de plus en plus, je pense que les maisons individuelles qui sont évidemment, et en plus ça va dans le sens de ta stratégie, mais j'y crois énormément, les maisons individuelles et la monopropriété, ça fait particulièrement sens. Bon, sur Paris, tu t'imagines bien qu'on le fait pas, c'est pas qu'on le fait pas parce qu'on veut pas, c'est simplement que Paris, c'est compliqué. Mais sur Saint-Nazaire, on le fait beaucoup, d'acheter des maisons individuelles, enfin on fait acheter des maisons individuelles pour nos investisseurs, parce que demain, on croit beaucoup sur la valorisation de cet actif, sur un temps long, encore une fois, mais parce que c'est l'actif, c'est le bien immobilier où la majorité des Français veulent habiter aujourd'hui. Je pense pas que ça changera, parce que c'est quand même vachement agréable d'habiter dans une maison. Ouais. Et pour autant, on va en avoir de moins en moins, et voire même si on va au bout du sujet, on devrait ne plus en avoir d'ici à 2050, en tout cas quasiment plus de construites. Donc il y aura probablement une révision de la loi, et c'est quasi impossible de faire respecter cette loi sur ce sujet-là, mais en tout cas, ça va dans ce sens-là, et juste pour préciser, ce qui a été voté en 2021... C'est possible, je pense. C'est... Après, c'est quand les boomers vont mourir, les jeunes vont racheter des maisons à rénover, etc. Ouais. Donc ça se trouve, après, tu n'auras plus que les maisons pourries. Sauf que ça coûte beaucoup plus cher de rénover une maison pourrie que d'en construire une neuve. Ouais, bien sûr. Après, je pense qu'il y aura des évolutions. En fait, il y a des évolutions démographiques qui ont pareil été intégrées d'une manière surprenante, notamment sur les évolutions des ménages. Aujourd'hui, tu as énormément de ménages, des gens qui vivent solo. Mes parents sont séparés, ils vivent chacun de leur côté. Ils ont chacun un copain et une copine respectivement, qui vivent aussi chacun de leur côté. Et ça, je pense qu'on l'a mal appréhendé. Et donc, c'est pas parce que la courbe démographique, elle a explosé en France. C'est que simplement, depuis une vingtaine d'années, ou peut-être un peu plus, les gens se séparent beaucoup plus facilement. Et après, les gens, ils veulent vivre chacun de leur côté. Pour une grande partie de ces personnes, mes parents ont plus de 50 ans, et pour autant, ils ont pas du tout, a priori, la volonté ou peut-être un peu, mais en tout cas, il y a vraiment un moment où les gens vivent beaucoup plus solo.
ou alors ils ont 1 ou 2 enfants, etc. Mais je pense que ça, on l'a mal anticipé. Et puis il y a un autre sujet, et je pense que non des moindres, hein, mais c'est évidemment le mouvement migratoire qui va venir. Je pense qu'on en est aussi qu'au début, il y aura vraiment des sujets, et clairement, ça jouera aussi sur la demande de biens immobiliers en France. Donc je pense que... Dans quel sens le mouvement migratoire ? De la montée des eaux, ou des lieux qui vont être difficiles à vivre, le développement des guerres, etc., de conflits internationaux qui font que t'as des personnes qui viennent dans des pays comme le nôtre, qui sont pour l'instant en tout cas extrêmement stables, et qui arrivent à tirer un peu leur épargne du jeu. Je pense il n'est pas impossible, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est assez simple à voir, qu'il y ait des mouvements migratoires relativement importants, et que la France, on se retrouve à avoir des personnes qui viennent, et moi je suis ok avec ça. Là n'est pas la question. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on aura les logements pour avoir toutes ces personnes-là ? On a déjà pas pour... Ça, on en a déjà pas assez. Ça, je sais pas. Et du coup, c'est là où la loi ZAN est questionnable. C'est comment on fait. Et du coup, je pense que demain, en effet, c'est d'aller monter en haut. En tout cas, c'est ce qui se dessine sur les villes. Oui, ça paraît être la base. Mais donc, du coup, de fait, ces terrains-là auront une grande valeur. Parce que là où aujourd'hui, on est bloqué à R+2 sur un terrain, peut-être que demain, on pourra monter R+5 ou R+7 ou R+10. C'est ça. Parce que, donc R+10, c'est le nombre d'étages qu'on peut faire. Parce qu'on pourra faire un immeuble de 10 étages, parce qu'on aura besoin. Donc, de fait, ça se valorisera certainement. Ouais. J'imagine que l'État prendra les moyens de faire ce qu'il faut à ce moment-là. Mais du coup, je pense que faire des maisons individuelles, dans cette stratégie-là, en plus, c'est pas idiot. C'est clair. Je digresse beaucoup. Non, c'est bien. C'est bien parce que c'est vraiment aussi la vision que j'ai sur la partie des terrains. Et je trouve que la loi ZAN, en fait, on n'en parle pas assez. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que j'en parle à des investisseurs, il y en a assez peu qui ont ce sujet en tête. Et parce qu'en fait, 2050, ça paraît très loin. Ouais. Donc les gens se disent, ça vaut pas le coup d'anticiper tout de suite. Sauf que quand même, elle est applicable dès maintenant. Alors, et tu as 2 fois moins de terrain mis en constructibilité exactement. que le volume des 10 dernières années. Là, tout de suite maintenant. Exactement. Entre 2021 et 2031, il y a 2 fois moins de terrain constructible. Mais moi, je pense que ça va exploser là, dès qu'on va sortir de la crise, quand les terrains... là, il y en a très très peu. Moi, je le vois parce que dans les Yvelines, je source toute la journée des terrains où je peux faire des maisons doubles ou même 3 maisons, voire plus sur les terrains. Et je vois que ça devient très 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 rare. Il y a très 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 peu d'offres de terrains et il y a très très peu d'offres aussi de maisons à louer. Ça, moi dans les Yvelines, tu mets une maison à louer, il n'y en a pas. Ah non mais attends, là tu parles d'Yvelines, en Ile-de-France. Moi je suis breton et je peux te dire que tu mets une maison à louer au milieu de nowhere, tu te fais exploser. Bah oui. T'as une demande extraordinaire. Pas de maison tu vas sur le Bon Coin, tu mets maison à louer, nulle part t'en as. Mais faites l'exercice chez vous, mettez une fausse annonce. Les investisseurs, ils font des apparts. Et du coup, moi, je comprends pas. Mettez une fausse annonce, sur le Bon Coin. Vous verrez que franchement, je mets ma main à couper que si le prix est au marché de la maison, on fait un prix correct sur une maison, vous mettez n'importe où en France, ça se loue comme ça. Mais c'est sûr. Il y a une demande, moi, au milieu de nulle part. J'ai loué des baraques. Parce que moi, du coup, quand j'ai commencé l'investissement, j'ai acheté des maisons individuelles. Donc, c'est par ça qu'on a commencé. Et j'ai acheté ce terrain au départ. Alors là, je suis en process de revente à Next City pour un projet de promotion immobilière. Mais quand j'ai acheté ce terrain, en fait, j'ai fait de l'achat-revente. En fait, j'ai construit une maison, pris 83 000 € de marge brute. Et du coup, je me suis dit, ça marche avec une. Je vais acheter un lotissement et je vais tout faire d'un coup. Ouais. Sauf qu'on était en 2021. Et entre-temps, il y a eu les taux qui ont monté en l'espace d'1 an. Ils ont fait x2, voire x3. Et les prix de la construction, tu connais bien le sujet, ont explosé. Donc malheureusement, ma théorie, je m'en sors plutôt très bien finalement sur ce projet. Oui, parce qu'après tout suit les prix de revente. Oui, mais quoique près. Alors quoique pas tant. Là où je m'en sors bien, c'est que finalement, on va probablement le projet qui se dessine. Tu vois, j'y vais la semaine prochaine, on revoit la mairie. Et c'est pour ça que j'ai des chiffres assez clairs en tête, parce qu'en plus on les a vus là récemment. Ce qui se dessine, c'est de revendre en bloc à un bailleur social. Parce qu'en fait, on est sur une ville où les prix au mètre carré sont pas tellement plus cher que ce qui peut se faire pour un bailleur social. Et tu prends l'argent, surtout en ce moment, les bailleurs sociaux, ils te donnent l'argent tout de suite
pour lancer ta promotion. Donc, de toute façon, en ce moment, les promoteurs, ils font que du revente en bloc aux bailleurs sociaux ou logement intermédiaire, quoi. De toute façon, en ce moment, il n'y a que ça qui tourne. Le reste, ça marche pas. Mais en tout cas, nous, on est dessus avec Next City. Et d'ailleurs, j'ai pris un coup à mon ego là-bas parce que quand j'y allais tout seul, je sens que quand tu viens avec Next City dans une ville comme Pontivy, ça a un impact. On est arrivé, on n'a pas non pas que j'ai été mal reçu la première fois, on a été extrêmement bien reçu la fois où on est allé avec Next City, donc ça a un impact quand même. Et tu sens que ils ont, c'est là où l'immobilier est pas simple, c'est qu'ils ont des contacts à gauche à droite qui font qu'ils peuvent sortir un projet nettement plus facilement que monsieur et madame tout le monde. Et c'est vraiment game changer. Il y a vraiment ils ont des connexions, notamment avec des bailleurs sociaux. Je peux vous dire que en général je lâche rien. C'est extrêmement difficile d'aller connecter avec eux. Pourtant, je l'ai dit au départ, c'est l'un des sujets sur lesquels je suis plutôt très bon. C'est très dur. Ça reste quand même des castes où s'intégrer comme ça, c'est très compliqué. Et donc c'est pour ça que le faire avec Next City, c'est le ouais, puis t'as rien à faire, tu prends moins d'argent, mais d'un autre côté, c'est. Ouais, puis moi, ça me permet d'avancer. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai plusieurs activités. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de me reconcentrer sur certains sujets. Et donc, Pontivy, aujourd'hui, c'est assez loin de Paris quand même. Pour la gestion du projet, c'est pas facile. C'est des projets qui sont consommateurs d'argent. Moi, aujourd'hui, j'ai un peu moins de 150 000 euros qui sont bloqués sur le terrain. J'ai pas les moyens de me permettre de bloquer 150 000 euros sur une opération pendant 5 ans. Ouais, c'est un peu chiant, je suis d'accord. J'ai pas les moyens de faire ça. Et surtout, une opération qui coûte de l'argent tous les mois. Aujourd'hui, ça me coûte 1 000 euros par mois entre l'entretien et la taxe foncière. C'est 1 000 euros par mois. Donc, en fait, ça te consomme assez vite de l'argent. Et puis tu as un projet. C'est un vrai métier. C'est vraiment, c'est pas de l'investissement locatif. Non pas que l'investissement locatif soit facile, mais un peu quand même. Aménageur promoteur, c'est vraiment tout autre chose. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on les côtoie pas aussi en soirée. Enfin, c'est vraiment autre chose. C'est un autre niveau. Déposer un permis d'aménager. Ils aiment bien nous suivre, par contre. Moi, j'ai remarqué, j'en ai beaucoup. Bien sûr. J'ai beaucoup d'aménageurs fonciers, de promoteurs qui suivent. Ils aiment bien avoir les nouvelles idées un peu des plus jeunes. Bien sûr. Beaucoup, moi, dans la communauté qui regardent. Bon, et donc, comprendrons ce que je dis alors. Mais je les rencontre un peu. Ils sont pas forcément aux soirées un peu entrepreneurs, investisseurs. Mais par contre, ils sont aux soirées, genre, tu dois connaître les petits malins de l'immobilier. Les petits génies de l'immobilier. Ouais, choses comme ça. Comme ça, ils viennent. Plus pro de l'immo, au sens large. Mais moi, je réunis un peu. Les deux mondes. Je réunis un peu les deux mondes, ouais. Mais comme ce groupe aussi. Ok, c'est intéressant, c'est cool. On peut parler aussi, du coup, on n'a pas évoqué ta deuxième activité. Sur la partie formation, je sais pas si tu vas en parler. Ouais, on peut en parler avec plaisir. On a donc une activité et bientôt une deuxième qui est en cours sur la partie formation. Donc on a un organisme de formation où on travaille main dans la main avec tout un tas d'infopreneurs, si je peux reprendre ce terme-là, d'entrepreneurs qui commercialisent des formations. Qui proposent des sujets de formation. Et donc, nous, on travaille main dans la main en formant sur la partie entrepreneuriale de ces métiers-là, dans la perspective de pouvoir développer une activité sur plein de sujets différents. Et donc, pour le coup, parce que je sais que ça intéresse les gens, c'est vrai que là, on a un volume assez important. On fait entre, tu vois, je sais que cette semaine, alors attends, on est quel jour? On est vendredi, ouais, c'est toujours cette semaine. Cette semaine, on a fait 72 élèves, je crois. Donc, voilà, les gens font les calculs. 72 élèves, c'est quand même une bonne semaine pour nous. Mais en gros, autour des 60 élèves par semaine, c'est ce qui se dessine actuellement sur ce qu'on réalise. Donc ça permet de faire autour des 230, 250 élèves par mois. Donc ça, c'est sur cette activité-là. Et de l'autre côté, on a la volonté, en tout cas on est en train de le faire. Est-ce que ça ira au bout? J'en sais rien, donc je me mouille un peu en disant ça, parce que ça se trouve dans 1 ou 2 ans ça sera plus d'actualité, mais en tout cas on essaye de le faire, d'accompagner en fait on se dit c'est bien de former à tout un tas de sujets les entrepreneurs sur des sujets notamment les sujets d'investissement, mais de l'autre côté, lorsque les investisseurs sont formés à ces sujets-là, ils se retrouvent face à des professionnels de l'immobilier qui sont malheureusement assez souvent non sachants sur la partie investissement. Et donc, on s'est dit que ce serait bien d'intervenir aussi sur cette partie-là, bénéficier, parce qu'on peut le faire, des 42 heures obligatoires tous les 3 ans pour inculquer ce sujet-là. Et ne pas penser que investissement, mais de dire, demain, vous vendez
un appartement, une maison, peu importe, quelque part, eh bien, cet appartement, il peut à la fois être vendu pour une résidence principale, à la fois être vendu pour une résidence secondaire si la localisation le permet et ça peut intéresser des profils, à la fois être vendu pour un investissement en faisant de la location longue durée, de la colocation, de la location courte durée. Enfin, voilà, comprendre tous ces gens-là. Je comprends pas qu'ils soient pas... Je comprends pas qu'ils se forment pas là-dessus. Parce que j'ai que 25 ans. J'ai que 25 ans et j'ai pas pu le faire avant, c'est tout. Non, oui. non, je rigole, mais je suis d'accord. De la posture agent, je comprends pas si t'es normalement, t'es censé un peu être passionné par ton métier. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut l'être. Ouais. En partie. En tout cas, on est censé triper, on est censé avoir un gros mindset, se former, monter en compétence dans son métier. Je ne comprends pas qu'un agent immobilier soit pas capable de détecter une maison où il y a un potentiel de flip, qu'il n'ait pas un fichier d'investisseur à qui il envoie un mailing quand il a une OP en calculant vite fait un rendement, etc. C'est d'ailleurs pour ça que des boîtes... incompréhensible pour moi que c'est pour ça que des boîtes comme la nôtre existent, de la chasse immobilière. Théoriquement, si le métier était bien fait, ne devrait pas exister. Bah oui. Notre métier ne devrait pas exister puisque de fait, les gens, s'ils faisaient bien leur boulot, ils devraient le proposer comme tu l'as dit. Ça crée des opportunités alors. Mais c'est marrant que tu réfléchisses aussi à des produits au niveau des agents, parce que je suis aussi en réflexion là-dessus. Je pense que vraiment, ils sont très peu digitalisés. Oui. Ils se forment finalement assez peu. Oui. Ils adressent les pas les investisseurs. Ils sont même sur la partie marchand. Ils sont pas vraiment au courant des règles de division. Des fois, ils vendent des terrains, ils ont même pas le droit. Ils sont pas capables de souvent. Je peux me faire des amis s'il y a des agents qui regardent. Et en plus, j'en ai pas mal. Mais j'en rencontre pas mal. Alors, sur la partie des réseaux. Si t'écoutes, ils sont peut-être sensibilisés au sujet, donc ça va. Oui, peut-être. Mais je pense notamment un exemple tout simple. Un agent immobilier, et en plus c'est dans son intérêt. Il a intérêt à voir quand tu as une maison individuelle avec un terrain constructible derrière. De faire un drapeau, il vend à un marchand de biens qui va lui prendre une commission à l'aller et lui permettre de prendre 2 commissions au retour. Ça lui fait 3 commissions sur son opération. Sinon plus, s'ils arrivent à détacher plusieurs terrains, ils ont tout intérêt à faire ça et à apporter du business sur ce sujet-là. Ouais, sauf qu'eux, ils détachent tout de suite. Souvent, là, et ils prennent 2 commissions. Ouais, ou même pas. Ou simplement, ils se renseignent pas, ils savent même pas que le terrain est constructible et ils le vendent comme ça. Et c'est le marchand qui va faire toute sa recherche et le projet vient pas lui. Et d'ailleurs, souvent, les agents immobiliers qui sont très bons et qui ont bien compris qu'ils pouvaient travailler avec des investisseurs, ils font des chiffres bien meilleurs que les autres parce qu'ils travaillent qu'avec des investisseurs ou presque. C'est assez rare qu'il y ait un mec qui soit sur les 2 en même temps. Soit le mec il fait que ça, il a compris le truc et puis il amène les projets machin, soit il fait ses résidences principales. Mais c'est vraiment notre enjeu nous aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça qu'on peut avoir un vrai apport. C'est d'aller apporter cette information auprès des agents immobiliers et de leur dire regardez, il n'y a pas besoin d'y passer 120 heures pour apprendre le sujet. C'est assez simple. On regarde des ratios. C'est toujours la méthode 20-80. C'est-à-dire qu'on ne va pas former parfaitement en 42 heures des gens au sujet-là. Mais par contre, on peut leur donner un vernis, une compréhension, des outils d'utilisation assez faciles qui peuvent leur permettre de voir ce qu'ils peuvent faire. Et en immobilier, ça change beaucoup les choses pour la simple et bonne raison que quand tu vends une maison à 500 000 balles, si tu peux faire 2 commissions, une commission à 5%, tu fais le calcul, ça te fait 25 000 euros. Dans un cas, tu as 25 000, dans l'autre, puisque tu as l'information, tu en fais 50. Et quand tu as un marché qui rétrécit en termes de transactions, ça peut être une bonne idée de trouver des solutions un peu malignes. C'est toujours le savoir, de toute façon, qui permet ça. Mais oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a envie de jouer ce rôle, donc on va essayer de le faire. Ouais. Ah, t'as raison, je pense que c'est un bon truc. Il y a quelques formations qui tournent peut-être sur les agents IMO, mais... Alors, il y en a, mais qui ne sont pas forcément orientés sur l'investissement. Et en plus, nous, on a la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a la capacité d'absorption. C'est notamment Gérald, Alice et David qui avaient monté l'organisme de formation au départ. Ils ont créé un process interne qui permet, en fait, on peut absorber, tu vois, on est capable d'absorber 250 élèves par mois, 250, 300 élèves par mois. Donc, on a la capacité et les outils internes et les compétences internes pour pouvoir le dupliquer et aller chercher du volume sur les agents immobiliers. Parce que finalement, là où on va faire un dossier CPF, de l'autre côté, on va faire un dossier AGFIS. Alors, c'est un peu différent, mais sur le principe, c'est la même chose. Et c'est la même chose dans le sens où c'est administratif, il faut gérer les dossiers, etc. Et donc voilà, mais non, on va essayer de le développer, ouais. On va essayer de le développer. On a 5 dossiers là en bêta test, donc on est en attente d'avoir les retours, de savoir si ce qu'on veut faire va bien être financé. Et puis si c'est bon, après on développera l'activité. Cool.
Bah écoute, merci à toi. C'était très cool d'échanger sur tous ces sujets. Je pense que ceux qui nous écoutent ont appris plein de choses. Bah, Donc, écoute, merci. donc voilà, merci d'être venu. Et puis, Vous avez eu de la chance, en plus, je me suis senti... Des fois, il y a des moments comme ça de vie, je sais pas les expliquer. Je me suis senti en osmose avec moi-même. Je sentais que quand je parlais, c'était... encore très condescendant, mais je sentais que c'était pas t'étais dans inintéressant. le flow. Il y a des fois, je suis fatigué, machin. Voilà, j'avais le flow. Aujourd'hui, j'avais le flow. C'est pas tout le temps le cas, donc... Je mets à l'aise, je mets à l'aise. Moi. Voilà, Je suis ça doit être détente, ça fait parler. Ça doit être ça. Tu me poses des questions qui m'intéressent, donc ça m'aide à parler. Bah, c'était cool. En tout cas, très intéressant. Et ben, pour ceux qui veulent te suivre, Instagram, Instagram. Maurice Tardier, AMAURY, LinkedIn. Mais LinkedIn, je publie uniquement aujourd'hui les podcasts. Sinon, l'immobilier, ouais, c'est plus Instagram. Et après, le podcast, j'imagine, je peux l'évoquer, mais Bien le nom, sûr. c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Donc, vous pouvez écouter sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, si vous voulez regarder la vidéo. Quoique maintenant, Spotify, tu peux aussi regarder la vidéo. Donc allez-y, je pense qu'il a plein de projets en tête. Ça fait partie des hommes à suivre dans l'IMO. Donc, allez vous faire kiffer. Et puis, on te souhaite le meilleur dans tous tes projets pour la suite. merci Thibaut, je te souhaite aussi le meilleur pour la suite. À bientôt. Merci à toi.